tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour vous, la qualité du son et la qualité de l'image sont bons. Vous n'hésitez pas à me poser des questions dans le module de chat qui est sur votre droite normalement. En tout cas, chez moi, il est à droite. Donc bonjour à tous dans le module de chat. C'est un workshop qui s'adresse essentiellement aux dirigeants, pas forcément aux dirigeants de grandes entreprises, mais aux dirigeants de manière générale. Donc, vous qui dirigez l'entreprise, quelle que soit la taille, vous qui allez créer une entreprise ou vous qui venez de le faire en tant qu'entrepreneur. On va parler de digital ensemble pendant environ 1 heure. L'idée, c'est de maximiser les interactions. Donc, je ne vais pas vous présenter une présentation PowerPoint. Je vais vous faire je vais donner un talk d'une quinzaine à une vingtaine de minutes. Je vais essayer d'être le plus précis et le plus factuel possible. Vous n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez me poser dans le chat, même pendant la présentation. Et ensuite, à la fin de ces 15 à 20 minutes, je vais essayer d'être bref. Vous me le pardonnerez, j'ai tendance à être bavard. Ensuite, je répondrai au maximum de questions. Si je ne parle que 15 à 20 minutes, c'est pour pouvoir justement répondre au plus de questions possibles. Donc, vous me posez les questions dans le chat et je vous répondrai en direct ensuite. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, la question du rôle du dirigeant dans la transformation digitale ou dans la construction d'une stratégie digitale, c'est une question qui m'est très, très souvent posée. Je suis dans le digital depuis plus d'une quinzaine d'années. On n'appelait même pas ça digital, en fait, à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, NTIC. Il faut être tout à fait honnête, il y a 15 ou 20 ans, on parlait de nouvelles technologies, alors que ces technologies, elles n'étaient pas nouvelles, elles étaient en train de maturer, mais c'est des technologies anciennes. Internet, c'est quand même déjà ancien. On est sur une technologie qui est un peu ancienne. Bon, donc, on parlait de transformation digitale et de stratégie digitale. Et l'objectif de tout cela, c'est de créer de la valeur. Lorsqu'on construit une transformation digitale, c'est qu'on va modifier les process de l'entreprise. On va modifier deux grandes familles de processus, les processus qui créent de la valeur en direct, comme la fonction commerciale par exemple, et les processus de soutien, ceux qui vont permettre au processus de création de valeur d'exister, de fonctionner du mieux possible, comme par exemple les process de conformation des données ou de collecte de données, les SI qui permettent aux données de circuler dans l'organisation. Voilà. Donc, on a ces éléments-là. Mais c'est quoi le but de tout ça? Le but de tout ça, c'est de créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, on a pour objectif de construire un avantage concurrentiel. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, en fait. Le but, c'est de créer un avantage concurrentiel. Comment est-ce qu'on procède pour créer un avantage concurrentiel? En utilisant le digital. C'est ça qui va nous occuper ensemble pendant 7 heures que nous allons passer ensemble. Bon, tout d'abord, il y a des éléments qui sont vraiment importants qu'il faut comprendre. C'est que le digital, la transformation digitale, la construction d'une stratégie digitale, qui sont deux choses un peu différentes, mais on reviendra dessus si vous le souhaitez, c'est vraiment le fait du dirigeant. Ça vient du dirigeant. C'est vraiment hyper important de comprendre ça. C'est que la transformation digitale est très rarement initiée par des salariés. En fait, elle n'est pas bottom-up. Elle vient du dirigeant. Pour une raison qui est à la fois factuelle et puis aussi un peu symbolique, c'est que la transformation digitale, en fait, nécessite une réallocation des ressources de l'entreprise. C'est que les ressources qui sont dans l'entreprise, elles vont être redistribuées d'une manière très différente lorsqu'on lance un processus de transformation digitale. A fortiori, lorsqu'on lance une stratégie digitale qui va avoir pour objectif de construire un avantage concurrentiel, donc on va utiliser les ressources d'une manière différente, de manière à modifier les processus de création de valeur. L'une des conséquences les plus importantes, ça va être la modification du business model de l'entreprise. Le business model va évoluer. Il va évoluer parce qu'en fait, les outputs qui sont recherchés vont être différents. Donc, l'entreprise va modifier son business model, va modifier ses processus pour créer de la valeur d'une manière différente. Oui, parce que lorsque les processus changent, on crée de la valeur de manière différente. Et l'objectif de ces modifications des processus dans l'entreprise, c'est la construction d'un avantage concurrentiel. Alors, normalement, ce terme-là, il doit vous être familier à tous. Avantage concurrentiel, il faut être honnête, dès qu'on parle de stratégie, on court tous après cette notion d'avantage concurrentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement l'avantage concurrentiel? Lorsque vous lisez la presse, et lorsque vous lisez des livres en management, vous vous retrouvez souvent avec des définitions qui varient, qui sont assez différentes en fonction du corpus théorique qui est utilisé, en fonction de la façon de penser des gens. Alors, le terme avantage concurrentiel, c'est un terme qui est ancien, qui est issu des premières
très grosse contribution en stratégie traditionnelle. Et vous avez sans doute lu Michael Porter. Dans le premier livre de Michael Porter, publié en français en 1981, publié en anglais à l'origine en 79 ou 80, à l'origine c'était un article, Michael Porter utilise énormément l'avantage concurrentiel, ce qui fait qu'on a tendance à ramener ce concept comme un concept porterien. En fait, c'est un concept qui était déjà un peu ancien, mais que Michael Porter a popularisé en fait dans son premier livre en 81 et surtout dans son deuxième livre en 1985. Donc, on a tendance à penser que l'avantage concurrentiel, c'est Michael Porter. En fait, c'est un peu plus ancien. Mais Michael Porter l'a rendu familier à tout le monde et c'est ça qui est important. Alors, la première principale question, c'est de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'avantage concurrentiel? Là, je ne vois pas de questions dans le chat. J'espère que pour vous, tout est disponible et que vous pouvez poser vos questions. Je n'en vois pas tomber. En général, j'en ai plein qui tombent dès qu'on parle d'avantage concurrentiel ou dès qu'on parle des différences entre transformation digitale et stratégie digitale. Là, je n'en vois pas. Bon, peut-être que ça tombera ensuite. Alors, la notion d'avantage concurrentiel, c'est une notion qui paraît simple comme ça, a fortiori, mais en fait, qui est beaucoup plus compliquée qu'on pourrait le croire. L'avantage concurrentiel, ce n'est pas quelque chose que vous faites. L'avantage concurrentiel, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas une attitude, ce n'est pas une aptitude, ce n'est pas un processus. L'avantage concurrentiel, c'est le positionnement d'une offre sur un marché. C'est ça l'avantage concurrentiel. Conquérir un avantage concurrentiel sur un marché, c'est parvenir à positionner son offre de manière à ce qu'elle génère plus de valeur pour vous que pour vos concurrents, que les offres de vos concurrents. Donc, c'est un positionnement sur un marché. Le but, c'est de positionner votre offre sur le marché. Comment est-ce qu'on détermine si une offre a un avantage concurrentiel sur le marché? Eh bien, on calcule la valeur moyenne du marché et on détermine les offres qui génèrent plus de valeur que cette valeur moyenne. Comme les marchés sont ce qu'on appelle des jeux à somme nulle, c'est-à-dire que la valeur que vous prenez sur le marché, c'est une valeur que vous prenez à d'autres entreprises. Comme c'est un jeu à somme nulle, une entreprise qui génère plus de valeur, elle a pris de la valeur aux autres. Ça veut donc dire que son offre est mieux positionnée que l'offre des concurrents. En général, c'est ça qu'on met derrière la notion d'avantage concurrentiel. Ce n'est pas les notions de on fait mieux que les autres. Faire mieux que les autres, c'est pour arriver à améliorer son positionnement. Alors, cette notion d'avantage concurrentiel, elle est très forte en digital. Elle est très forte en digital parce que si, dans le domaine du digital, on modifie nos processus en utilisant les méthodes et les techniques digitales, c'est justement pour construire cet avantage concurrentiel. C'est ça notre but. Notre but, c'est d'améliorer le positionnement des offres. Alors, la vraie question, c'est quelle est l'essence de cet avantage concurrentiel? Comment est-ce qu'on peut faire pour construire une offre qui sera mieux positionnée sur le marché que les offres des concurrents? Bon, avec la stratégie traditionnelle, vous le voyez bien lorsque vous utilisez des outils comme les 5 forces de Porter, par exemple, le raisonnement est initié par l'analyse de la concurrence. Lorsque vous construisez une stratégie de manière traditionnelle, donc non digitale, de manière traditionnelle, en utilisant le travail de Michael Porter, par exemple, la première chose que vous faites, c'est quoi? C'est très simple, hein, vous listez les concurrents. Vous avez une offre, vous êtes un dirigeant, vous avez une offre sur un marché, vous listez les concurrents pour déterminer ce qu'on appelle le périmètre du marché. Vous listez les concurrents. Une fois que vous avez tous les concurrents, vous voyez les offres qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas. Vous calculez ce qu'on appelle la concentration. Ça, ce n'est pas important. Peu de gens le font, en fait. On utilise un indicateur qui s'appelle l'Herfindahl-Hirschman Index. Peu de gens le font. Et la vidéo est enregistrée. Hein, vous pourrez ensuite la revoir si vous le souhaitez. Et donc, on liste les concurrents, on détermine le périmètre du marché, on détermine les offres qui génèrent plus de parts de marché que les autres offres. Et ces offres-là sont considérées comme ayant un avantage concurrentiel. Ça pose pas mal de problèmes, ce raisonnement-là. Mais donc, le principal problème, c'est que c'est un raisonnement qui est construit exclusivement sur l'offre. On analyse les concurrents et on regarde ceux qui ont une meilleure offre. Alors, pourquoi est-ce qu'on faisait comme ça? On faisait comme ça parce qu'en fait, on avait très peu de moyens de comprendre les clients. Et donc, l'approche de Michael Porter et des auteurs de cette époque-là, c'est de dire, en fait, on considère que l'entreprise a intégré le comportement du consommateur. Et dans son offre, le comportement du consommateur est intégré. Et pourquoi on faisait ça? On faisait ça parce qu'en fait, on avait peu d'informations sur les consommateurs. Comment on procédait pour avoir des informations? On envoyait des questionnaires ou alors on faisait des études qualitatives.
Donc, quand on envoie des questionnaires, ce qu'on a comme type d'information, c'est l'opinion du consommateur sur son propre comportement. On ne sait pas exactement ce qu'ils font. Avec l'arrivée du digital et par exemple les réseaux sociaux ou la remontée de métriques quand vous consultez un média, quand vous êtes sur YouTube, par exemple, qui n'est pas un réseau social, hein, ou quand vous êtes sur Pinterest, par exemple, qui n'est pas un réseau social non plus, qui est une plateforme sociale, ces plateformes-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles enregistrent votre comportement réel, ce que vous faites vraiment, ce que vous likez, ce que vous regardez, ce vers quoi vous allez, ce avec quoi vous interagissez. Donc, on a des données de comportement réels. Ça veut donc dire qu'en fait, on a passé un cap de la stratégie traditionnelle à la stratégie digitale. Le cap, à l'origine, en stratégie traditionnelle, on démarrait par l'offre et c'était l'offre qui nous intéressait et on analysait les concurrents. Et on construisait donc un avantage concurrentiel en se basant sur les offres de nos concurrents. En stratégie digitale, on est capable de comprendre le comportement des consommateurs parce qu'on a les informations. Lorsque vous utilisez Facebook, vous pouvez construire ce qu'on appelle des personas de manière extrêmement sophistiquée. Ces personas, un persona, je ne sais pas s'il y a un autre workshop sur cette question des personas, mais pour résumer, un persona, c'est un profil psychologique de consommateurs et de prospects. Eh bien, lorsque vous construisez ces personas, vous êtes capable de déterminer le comportement des gens et donc vous êtes capable d'en inférer le type de stimulus que vous pouvez envoyer à ces personnes pour générer un comportement. Ça veut donc dire qu'en stratégie digitale, il y a eu un shift, un changement extrêmement important. Lorsqu'on était en stratégie traditionnelle, on réfléchissait sur un comportement des consommateurs qu'on estimait. Lorsqu'on travaille en stratégie digitale, on réfléchit sur un comportement du consommateur qu'on connaît. Et le principal shift entre stratégie traditionnelle et stratégie digitale, c'est que le consommateur rentre au centre du raisonnement. Le terme qu'on utilise et que vous devez connaître, c'est le terme de customer centric. Et il est là l'essence de l'avantage concurrentiel en stratégie digitale et donc dans les processus de transformation digitale. C'est que la principale modification qu'on fait, c'est que tout le raisonnement stratégique est construit sur le comportement réel de l'audience. Comme c'est construit sur le comportement des gens, vraiment le comportement réel des gens. Comme on le construit sur le comportement réel des gens, à travers la réalisation des personas, par exemple, eh bien, on peut construire un positionnement de notre offre qui correspond à un vrai besoin. Et donc, le shift fondamental entre stratégie traditionnelle et stratégie digitale, c'est que la stratégie traditionnelle est construite sur l'offre, l'analyse de la concurrence, alors que la stratégie digitale est construite sur la demande, la compréhension des dynamiques de la demande. Et à partir du moment où on comprend les dynamiques de la demande, eh bien, on avance beaucoup plus rapidement et là, on est capable de construire un avantage concurrentiel, c'est-à-dire une offre qui sera positionnée par rapport au comportement de l'audience. Alors, j'espère que j'ai perdu personne. Toujours pas de questions, mais que se passe-t-il? Attendez, je regarde. Bougez pas. Tac. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Mais écoutez, il n'y a pas de questions. Donc, ça veut dire que ou c'est limpide ou alors vous attendez la suite pour poser des questions. Okay. Alors, comment est-ce qu'on procède pour faire cela? Donc, la notion d'avantage concurrentiel, comme vous le comprenez, c'est une notion de positionnement. Donc, on construit une stratégie digitale et on positionne notre offre sur le marché par rapport au comportement des consommateurs. Donc, en opposition à la stratégie traditionnelle, on démarre par le comportement du consommateur et le consommateur sera au centre de toute l'analyse qu'on construit. Ça veut donc dire qu'on doit être capable de commencer par comprendre ce qu'on appelle l'audience. L'audience, ce sont toutes les personnes qui sont intéressées par votre offre, qui sont intéressées ou qui sont intéressées par l'offre de concurrents ou qui pourraient être intéressées par votre offre. C'est la structure des personnes, des gens, en fait, auxquels votre offre pourrait proposer quelque chose, ce qu'on appelle une utilité, mais ça, ce n'est pas très important. Lorsque vous avez identifié l'intégralité de cette audience, vous allez être obligé de la découper.
cette audience. Vous allez la découper en sous-groupes et faites très attention là-dessus. On ne découpe pas, on n'utilise pas les techniques de segmentation. On ne fait pas de la segmentation. Le raisonnement en marketing traditionnel, c'est segmentation, ciblage, positionnement. D'accord. On utilise des paramètres positionnels, les CSP, les critères sociologiques, les revenus, le niveau d'études, l'âge, la localisation géographique, ce genre de choses. Et on crée des groupes d'individus qui se ressemblent sur ces critères. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait dans le domaine du digital. Dans le domaine du digital, le critère qu'on utilise n'est pas un critère d'information sociologique ou positionnelle, par exemple. Les critères que nous utilisons, ce sont des critères qui sont comportementaux. Ce qui nous intéresse, c'est le comportement. Et c'est là que se trouve l'essence du shift dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lorsqu'on faisait de la stratégie il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on ne pouvait pas déterminer le comportement des gens. On ne le connaissait pas exactement. Ce qu'on savait des gens, c'est ce qu'ils acceptaient de nous dire d'eux. Lorsqu'on faisait des études qualitatives, on discutait avec les gens et ils nous disaient des choses sur eux. Lorsqu'on faisait des études quantitatives, qui sont les principales sources d'informations qu'on avait dans les rapports et dans les papiers académiques il y a 20 ans, 30 ans, à cette époque-là, les études quantitatives étaient plus appréciées que les études qualitatives. Lorsqu'on faisait des études quantitatives, on posait des questions aux gens et en fait, les gens nous donnaient leur opinion. On utilisait des échelles de Likert, ce genre de choses. On contraignait un petit peu les gens à répondre. Et en fait, lorsqu'ils nous donnaient leur opinion, en fait, ils ne nous donnaient pas vraiment ils nous expliquaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Ils répondaient aux questions en nous donnant l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Quand on demande aux gens ce qu'ils regardent à la télévision, est-ce que les gens ils vont vous dire qu'ils regardent que des jeux ou des divertissements ou des émissions de télé-réalité? Non, non, non. Ils vont aussi vous dire qu'ils recherchent des films, qu'ils regardent les informations, qu'ils regardent les émissions culturelles, même s'ils ne le font pas, parce qu'il y a tous les éléments d'estime de soi. Donc, si vous, dirigeant, vous prenez une décision de positionnement de votre offre et que vous vous basez sur l'image que les gens ont d'eux-mêmes, vous allez vous rater. Vous allez vous rater parce que l'image de ce que les gens ont d'eux-mêmes n'est pas ce qu'ils font vraiment. Lorsqu'on construit des personas pour positionner l'offre, on procède d'une manière extrêmement différente. On commence par analyser les données réelles de ce que les gens font. Ce sont des données qu'on obtient à travers ce que les gens font sur les réseaux sociaux, par exemple, les vidéos sur lesquelles ils cliquent, les vidéos qu'ils commentent. On fait aussi des études qualitatives très approfondies. On fait aussi, peut-être que vous avez eu un workshop sur cette question-là, c'est une question qui est importante. On fait aussi ce qu'on appelle, on utilise des méthodes qu'on appelle les méthodes d'analyse de contenu. Méthode d'analyse de contenu, c'est qu'on va sur les réseaux sociaux, par exemple, et on regarde ce que les gens disent, comment ils le disent, les mots qu'ils utilisent, et on procède à un codage. Je vous donnerai des références si cela vous intéresse. Ça nous permet de déterminer non pas ce que les gens disent d'eux-mêmes, mais ça nous permet de déterminer ce qu'ils font vraiment. Et à partir du moment où on comprend ce qu'ils font vraiment, on peut inférer un comportement. Et donc, on construit des personas qui correspondent à leur comportement réel. C'est un vrai comportement qu'on analyse. On comprend vraiment ce qu'ils font, comment ils prennent une décision. Et là, en fait, je vais être très précis. Lorsque vous dirigez l'entreprise et que vous utilisez le digital, votre but, c'est de construire des processus qui vont envoyer des stimuli à une audience en espérant que cette audience va conduire une action. Acheter une petite proportion de cette audience va conduire une action. Acheter votre produit, aller sur votre site web, remplir un questionnaire, conduire une action. Okay? Donc, si vous faites bien votre job, si vous lancez ces stimuli, si vous avez 2, 3, 5% des personnes qui ont été soumises à ce stimuli, qui agissent comme vous le souhaitez, vous avez très, très bien bossé. 2%, vous avez très bien travaillé. Sauf que ces stimuli vont être interprétés par tout le monde d'une manière différente. Tout le monde va percevoir ces stimuli d'une manière différente en fonction de leur comportement, de leur mode de vie, de leur perception de ce qu'est le monde autour d'eux. Et bien sûr, ces éléments-là sont inférés par leurs études. Mais les études, le niveau social, les revenus, mais ce n'est pas si déterminant que ça dans les comportements. Regardez, il y a plein de gens qui achètent des iPhones à 1 000 €, mais ils n'ont pas les moyens, là je parle en euros, prie de m'excuser, mais ils n'ont pas les moyens normalement d'acheter ça à 1 000 €. Leur mode de vie ne leur permettrait pas d'acheter un iPhone à 1 000 €. Ils l'achètent et ils préfèrent s'endetter et ils préfèrent limiter toutes les autres parties de leur vie pour avoir cet iPhone. C'est-à-dire que les revenus, les études ne sont pas si déterminants. Ce qui détermine
le choix des gens, leurs actions, c'est leur comportement. Il faut donc comprendre leur comportement. Une fois qu'on a compris leur comportement, on est capable d'envoyer des stimuli à une audience et ces stimuli vont vous permettre de positionner votre offre. Donc oui, le positionnement de votre offre, qui est l'essence de l'avantage concurrentiel, je le répète encore une fois, il est mu par des vecteurs qui sont des vecteurs digitaux. Alors, ces composantes du positionnement, pour Michael Porter, c'est essentiellement le prix et la quantité. Mais quand on analyse les choses de manière plus fine dans le digital, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment insatisfaisant. D'abord, les gens réagissent à des contenus symboliques et ils réagissent très très fort à ça. Le fait de se sentir emporté par une marque, le fait de ressentir du plaisir quand on voit un contenu, le fait de s'identifier à des signaux qui sont envoyés, le fait d'utiliser certains mots plutôt que d'autres et qui font que les gens se reconnaissent dans ces mots que vous employez. Eh bien, tous ces éléments symboliques, ils vous permettent d'exister dans l'imaginaire de votre audience, dans l'imaginaire des gens auxquels vous soumettez vos stimuli. Donc, il y a tout l'imaginaire des gens. Ensuite, il y a leur aptitude à trouver le produit en fonction, ou le service, en fonction de l'endroit où vous distribuez, où vous commercialisez vos produits ou vos services. Il faut que cela corresponde au mode de vie des gens. Vous pouvez avoir une offre qui correspond parfaitement à une audience. Si cette offre n'est jamais en contact avec cette audience, eh ben, cette audience ne saura jamais que vous avez une offre. Et là, on se retrouve sur un point qui est absolument fondamental, qu'on appelle les points de contact. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là. C'est le terme qui est propre à l'utilisation de certains CRM, Customer Relationship Management. Ce qu'on appelle un point de contact, c'est le lieu où votre offre va être en contact avec votre audience. Sauf que, il y a un point qui est important, c'est que votre offre ne doit pas être en contact avec toute l'audience. Parce que certaines parties de votre offre s'adressent à certains personas spécifiques. Donc, votre offre qui s'adresse à des personas doit être en contact avec ces personas et pas avec d'autres. Parce qu'à chaque fois que vous construisez un système de points de contact, donc ça vous coûte de l'argent. Tout ce que vous dépensez pour créer des points de contact avec une audience qui n'est pas l'audience qui est ciblée par votre offre, c'est de l'argent que vous dépensez pour rien. Donc, vous devez optimiser les points de contact, c'est-à-dire les mises en relation de votre offre avec les personas spécifiques auxquels s'adresse cette offre. Et ça, le digital nous permet de le faire. Et on ne pouvait pas le faire en stratégie traditionnelle. J'ai déjà été presque trop long par rapport à ce que j'avais prévu, 20 minutes. Je vais synthétiser en quelques mots et ensuite je répondrai à la question. Très simplement, il y a eu un shift très important entre la stratégie traditionnelle et la stratégie digitale que l'on pratique aujourd'hui. Ce shift, il est simple. La stratégie traditionnelle, c'était une stratégie par l'offre. La stratégie digitale, aujourd'hui, est une stratégie qui est construite sur la compréhension des dynamiques de la demande. Donc, on bascule de l'offre à la demande. Donc, lorsque l'on réfléchit dans une logique de stratégie digitale, on ne réfléchit pas en fonction de ce que font les concurrents, on réfléchit en fonction du comportement des individus, de l'audience. Bon. Cette audience, on la segmente, on la découpe en sous-groupes très homogènes qu'on appelle les personas. Et notre critère de découpage de cette audience, c'est ce qu'on appelle l'analyse comportementale, les comportements. Pour faire ça, on peut utiliser des données quantitatives ou des données qualitatives. Les données quantitatives sont des données qui sont collectées et qui sont ce qu'on appelle des données secondaires. Elles sont connectées très souvent sur les médias sociaux, donc pas uniquement les réseaux sociaux, mais l'intégralité des médias sociaux. Et les données qualitatives sont récoltées à l'aide d'études qu'on appelle des entretiens non directifs ou alors semi-directifs ouverts, on en parlera si vous le souhaitez, et qui nous permettent d'analyser les comportements en utilisant ce qu'on appelle des techniques de codage. Okay, ça vous permet de comprendre le comportement des gens. Une fois que vous avez déterminé le comportement des gens et que vous savez comment vous voulez positionner votre offre, vous construisez des stimuli que vous allez adresser à ces personas. Et ces stimuli vont être différents en fonction des personas. Et le lieu de rencontre entre ces stimuli et vos personas, donc votre audience, ce sont les points de contact. Voilà. J'ai essayé d'aller assez vite. J'ai essayé de ne pas être trop jargonneux. Hein. Rappelez-vous
Stratégie par l'offre ou stratégie par la demande déjà?